ensemble de symptômes. Ah, voilà, je vais recommencer. Donc, la définition, merci. Donc, la dépression, également appelée dépression caractérisée ou clinique majeure, c'est donc un trouble mental. C'est caractérisé par des épisodes de baisse d'humeur, ce qu'on appelle aussi parfois la dysphorie, comme la tristesse, accompagnée aussi d'une faible estime de soi, d'une perte de plaisir ou d'intérêt. Alors, dans ces notions, par exemple, une- un manque d'estime de soi ou une perte d'estime de soi, hein, je vous le rappelle que ça peut faire aussi le lien avec une blessure d'attachement, donc une blessure de reconnaissance ou de sécurité émotionnelle et affective dans les toutes premières années, euh, pendant l'enfance ou même l'adolescence en fonction des circonstances de vie. Donc, ça veut dire que dans la notion de dépression, il faudra quand même aller vérifier aussi la structure d'attachement. Est-ce qu'elle est sécure, insécure? Et si elle est insécure, est-ce que c'est une insécurité anxieuse, détachée, évitante, désorganisée ou ambivalente avec un mixte de ce que j'ai nommé juste avant. Je ne vais pas réexpliquer toutes les notions d'attachement ce soir, on l'a déjà fait à la première conférence. Je la referai aussi parce que je pense qu'il y en a une sur l'attachement, il me semble. Donc on en reparlera à ce moment-là. Mais c'est donc un ensemble de facteurs qui peuvent influencer la personne et qui peuvent jouer donc sur son humeur et donc éventuellement sur un état dépressif et une dépression. Donc, euh, anciennement, c'était classifié dans le groupe des troubles de l'humeur, d'accord? Et actuellement, la fameuse Association américaine de psychiatrie, hein, qu'on appelle l'APA, qui est un petit peu, qui publie sa Bible qu'on appelle le DSM, hein, donc c'est le livre des symptômes et des maladies mentales. Le DSM-5 est sorti en mai 2013. Maintenant, l'a catégorisé dans les troubles dépressifs. Donc, ils en ont vraiment fait un chapitre particulier. Il y a plusieurs hypothèses qui tentent d'expliquer le pourquoi de la dépression. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça peut être en lien avec des traumas, des blessures d'attachement, qui peuvent comporter donc un manque d'estime qui va amener la dévalorisation, manque de confiance en soi, manque d'affirmation de soi. Mais il y a aussi des aspects plus physiologiques. Par exemple, il y a une hypothèse qu'on appelle monoaminergique. Hein. L'hypothèse monoaminergique postule que la dépression serait due à un déséquilibre chimique en monoamine, c'est-à-dire la sérotonine, hein, l'hormone du bien-être, de la joie, de la bonne humeur, la dopamine, qui est aussi une de ces hormones, et la noradrénaline, qui peut répondre aussi à des niveaux de stress dans le cerveau. En imagerie cérébrale, les clichés d'IRM de patients atteints de dépression montrent des différences cérébrales structurelles par rapport aux individus non dépressifs. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des soucis qu'on peut repérer au niveau neurologique. Et donc, évidemment, si vous êtes un petit peu attentif à ce qu'on appelle les, euh, ça y est, évidemment, je veux dire le mot et il m'échappe. Donc on a les aspects génétiques et les aspects euh, épigénétiques, voilà. Donc on peut avoir donc ça veut dire que les pensées peuvent influencer évidemment notre structure cérébrale et l'inverse aussi. Si par exemple vous avez eu du stress, euh, des difficultés pendant la gestation, après la naissance avec des blessures d'attachement, eh bien parfois certaines zones cérébrales peuvent être hypertrophiées, donc n'ont pas pu se développer dans les meilleures conditions. Exemple, l'hippocampe. L'hippocampe, c'est notre bibliothèque de mémoire émotionnelle, ou les amygdales, qui sont un petit peu notre centrale d'alarme et qui vont gérer aussi les situations de danger. Par exemple, certaines personnes, certains médecins pensent, certains chercheurs pensent qu'une des explications plus physiologiques serait la neurogenèse hippocampique, donc l'hippocampe, notre bibliothèque de mémoire émotionnelle. Donc, il pourrait y avoir un lien entre la dépression et la neurogenèse dans l'hippocampe, c'est-à-dire vraiment la genèse de ces neurones et des connexions neurologiques. Et la perte des neurones hippocampiques, trouvée chez certains patients dépressifs, c'est lié à un dysfonctionnement de la mémoire et des troubles de l'humeur. Donc, les médicaments peuvent augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau, par exemple, ce qui peut stimuler la neurogenèse et ainsi augmenter la masse totale de l'hippocampe et faire en sorte que cette zone cérébrale puisse fonctionner correctement et donc puisse aussi digérer, enregistrer nos souvenirs et pas rester en mode attaque, fuite ou où je fais le mort, hein, donc ce fameux réflexe de survie, fight, flight, freeze. Donc, une autre hypothèse, parfois,
bon, c'est plus médical, hein, après on va être un peu plus thérapeutique, c'est une hypothèse inflammatoire. Donc par exemple, la dépression majeure pourrait être causée en partie par une hyperactivation de l'axe hypothalamo-pituitaro-surrénalien. Donc en gros, ça veut dire qu'on a à la fois l'hypothalamus, la glande pituitaire et les surrénales, donc les reins, etc. Donc, ça veut dire que ça résulterait d'une réponse neuro-endocrine au stress. Donc, à nouveau, ça veut dire que le niveau de stress étant trop élevé, bah, les reins, les aspects neurologiques, l'hypothalamus, etc., donc sont suractivés ou sous-activés, s'éteignent, et ça va éventuellement amener aussi un élargissement de la glande hypophyse, des glandes surrénales, et ça peut suggérer une perturbation du système endocrinien qui pourrait donc jouer un rôle dans les maladies psychiatriques, notamment la dépression. Dans cet aspect-là, par exemple, on sait que la lumière peut jouer un rôle très important. Pourquoi? Mais parce que la lumière rentre dans l'œil, il y a des cellules spécialisées qu'on appelle les mélanopsines, elles captent la lumière, elles transforment l'information au niveau de notre système endocrinien pour dire que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, doit être très basse au réveil et elle va grandir peu à peu au fur et à mesure de la journée parce que toutes les heures et demie, 2 heures, il y a un passage du train du sommeil qui va augmenter peu à peu la mélatonine. Et donc, normalement, c'est comme un escalier, hein, avec une sorte de petite pique qui va augmenter, ce qui fait que le soir, quand on a suffisamment de mélatonine, ben, on va s'endormir naturellement, et puis pendant la nuit, elle va diminuer jusqu'au réveil spontané qui est censé se faire avec le lever du soleil. Alors, la particularité, c'est que lorsque la lumière n'est pas assimilée correctement, ou il y a un manque de lumière, où il n'y a pas une prise de lumière au bon moment, c'est-à-dire vraiment au moment du réveil, en prenant la même heure, eh bien, on peut avoir un dysfonctionnement de ce système hormonal, de ce système endocrinien, de ce qu'on appelle notre biologie interne, notre horloge biologique. Et là, il y a une série de symptômes qui vont apparaître, je vais les nommer rapidement. Et si trois ou quatre des symptômes nommés sont présents, eh bien, il y a un manque de lumière, c'est-à-dire qu'il y a un manque de stimulation lumineuse à un certain moment donné, parce qu'on n'a qu'une heure et demie, on a 90 minutes, 90 minutes pour les Belges ou les Suisses. On a 90 minutes pour pouvoir intervenir sur le sommeil. Et c'est 90 minutes à partir du réveil, si on prend bien la même heure de réveil. Donc les symptômes sont les suivants. Difficulté à se lever le matin, on est dans le gaz, on est vraiment fatigué, les paupières lourdes, ça veut dire qu'on a encore trop de mélatonine. Des coups de pompe en journée qui peut être important, même violent. C'est vraiment très difficile de rester éveillé. C'est souvent parce que, au lieu d'être comme un escalier, on fait des montagnes russes. Et donc, ça veut dire qu'à certains moments de la journée, on a trop peu de mélatonine par rapport à l'heure où l'on est dans la journée. Et à d'autres moments, on a peut-être un ou deux trains qui arrivent en même temps, ce qui fait qu'on a un afflux de mélatonine qui vont faire que notre système n'arrive pas à digérer cette mélatonine. Et donc, on tombe un peu endormi. Donc, difficulté à se lever le matin, coup de pompe en journée, avance de phase. Je m'endors trop tôt en fin de journée si je m'arrête de bosser, de travailler. Là, je sens que j'ai un coup de mou. Parfois des difficultés à aller se coucher, réveil pendant la nuit, difficulté à se rendormir, irritabilité, saute d'humeur, problème de concentration, problème de mémorisation, une tristesse de fond, donc tous les états dépressifs, notamment qui peuvent être accentués en automne et en hiver, en tout cas au moment où il y a le moins de lumière. C'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière. La libido peut être dans les chaussettes. On n'a pas de libido. Pour les femmes, on peut aussi avoir des règles douloureuses, par exemple. Et on a aussi le sentiment de ne pas avoir d'énergie. On est vraiment raplapla. Et ça peut générer des crises boulimiques. Donc, on a besoin de grignoter, manger, etc. Trois ou quatre symptômes présents dans ce que je viens de nommer, eh bien, ça va amener automatiquement l'idée qu'on n'est pas cadré correctement avec le système diurne, avec le lever du soleil, etc. Et donc, on doit recadrer tout ça. Et ça, on le fait par des appareils de luminothérapie, comme le Psyo, par exemple. Vous pouvez questionner Nawal d'informations, donc les specs. Donc, c'est donc un moment et une connaissance qui est très importante parce que, par exemple, la revue Nature, qui est une revue scientifique assez connue, il y a presque 20 ans d'ici, s'étonnait déjà qu'on ne parle pas suffisamment de la luminothérapie parce que, en général, vous faites cette lumière, vous allez le faire pendant un mois. Certaines personnes ont besoin de le faire plus qu'un mois, mais ça évite beaucoup de médications, c'est-à-dire qu'on peut vraiment supprimer, en général,
des antidépresseurs parce que cette lumière va rebooster complètement notre système naturel. Donc, c'est de toute façon, à tout le moins, un soutien, mais on peut aussi parfois remplacer carrément une médication par cette technique. On peut aussi Merde, l'utiliser j'ai pas dans les entendu. cas, on peut aussi l'utiliser dans les cas de dépression postpartum, donc après les accouchements, après les naissances. Alors, les crises d'angoisse est-elle une forme de dépression? Oui, la crise d'angoisse peut être une forme de dépression. Donc, il y a cette tristesse de fond. Et puis, effectivement, lorsqu'il y a cette tristesse de fond, ça peut entraîner l'impression que la journée devient insurmontable. Et donc, ça peut évidemment générer un état de tristesse de fond généralisé qui peut amener une angoisse à l'idée de devoir affronter la journée. Donc, oui, oui, ça peut être le cas. Alors, qu'en est-il de l'hérédité? Alors, effectivement, c'est pas qu'il y a une hérédité, ça veut dire que, si vous vous souvenez, dans l'épigénétique, on avait expliqué que nos ascendants, hein, nos ancêtres, pouvaient transmettre à leurs enfants certaines sensibilités, un certain type de stress. Et de fait, on a pu observer que si vous avez été élevé dans un milieu où les personnes de la famille, il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu dépressives, il peut y avoir une influence de l'épigénétique par la transmission génétique. On est plus sensible à certains types de stress, d'angoisse, de tristesse, de fatigue, une plus grande fragilité, mais on peut aussi avoir été influencé par un neurone miroir. Hein, je vous rappelle que les enfants apprennent beaucoup par neurone miroir, donc parfois ils peuvent avoir vraiment des comportements qui vont se calquer sur ceux des donneurs de soins, donc des parents en général. Et donc effectivement, il peut y avoir une influence de cet ordre-là également. Par exemple, j'ai le cas avec une de mes filles. La maman était très beaucoup de sautes d'humeur, hein, donc vraiment des problèmes par rapport à tout ça. Eh bien, ma fille a parfois ce type de up and down, hein, vraiment de chute. Voilà, alors elle s'est en partie sortie de ça parce que elle est plus combattante, plus pugnace, plus combative, mais effectivement, il y a une influence quand même de la partie épigénétique. Euh, alors, pour continuer l'exposé, donc, on peut aussi avoir un lien avec les hormones, hein, tout simplement, la ménopause. On peut être influencé aussi par certains produits addictifs comme l'alcool, les autres drogues, cannabis, etc. Et donc, les approches de la dépression dans les différents courants psychologiques vont s'intéresser aux aspects de la personnalité et à son développement, comme je viens de le nommer, notamment avec l'épigénétique ou les neurones miroirs. Et donc, ça peut sembler avoir une partie intégrante dans la façon dont la dépression apparaît et persiste principalement. Mais aussi, ça peut être une attitude pessimiste, hein, qui est un précurseur commun, parce qu'effectivement, si je suis éduqué en ne voyant que le négatif, eh bien, mon cerveau se nourrit de ça et finit par ne plus voir que le négatif. Je rappelle que le cerveau ne peut pas penser positif et négatif en même temps. S'il a été formaté pour ne voir que le négatif, eh bien, il va développer une attitude plus pessimiste qui va impacter donc sa capacité, évidemment, à répondre à une situation de vie un peu plus difficile. Donc, les épisodes dépressifs sont fortement liés aux événements négatifs de vie, mais les capacités qu'a la personne à faire face à un événement sont aussi très importantes pour s'y adapter. C'est ce qu'on appelle la résilience, hein. Tous les travaux de Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre, a démontré que certaines personnes ont des facultés d'adaptation qui peuvent venir aussi des ancêtres en fonction de la façon dont ces ancêtres ont dû s'adapter à des situations de vie plus compliquées. Et évidemment, une faible estime de soi et des pensées pessimistes, négatives ou d'impuissance sont également liées à la dépression. Donc, il y a plusieurs modèles pour traiter la dépression. Il y a un modèle cognitif, par exemple. Donc, en gros, dans le modèle cognitif, on estime qu'il y a une triade de pensées négatives composée d'erreurs cognitives sur soi, sur son univers et son avenir. Donc, c'est vraiment des mauvaises interprétations. Ce sont des schémas répétés de pensées négatives avec une modification, une distorsion du trauma, pardon, du traitement de l'information qui provient de l'environnement. Donc, on a été vraiment influencé par l'environnement et la vision du monde de notre environnement qui impacte, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs, hein. On va généraliser certaines choses et donc, on va les prendre comme vraies et on va développer parfois des états dépressifs à cause de cette situation.
En gros, il y a une notion qu'on appelle l'inopérance apprise, hein, selon un psychologue américain qui s'appelait Martin Seligman. La dépression chez les humains est similaire à l'impuissance apprise chez les animaux de laboratoire, où ils se trouvent dans une situation déplaisante, durant laquelle ils peuvent trouver une échappatoire, mais qu'ils n'y parviennent pas car ils ont appris à n'avoir aucun contrôle sur la situation. En gros, on leur a appris à baisser les bras, à abandonner, et donc ça va évidemment les influencer avec tout l'impact de la théorie de l'attachement, hein, notamment développée par John Bowlby, dont on a déjà parlé dans d'autres conférences. Eh bien, cette influence de l'attachement et de la sécurité émotionnelle et affective va faire qu'ils vont passer en mode j'attaque, je fuis ou je fais le mort, et donc parfois n'auront pas la capacité de se débrouiller. Donc, dans tout ça, il y a des choses qui nous intéressent. Donc, quels sont en gros les signes de la dépression? Et dans les signes de la dépression, eh bien, la gravité de cette dépression peut varier. Par exemple, de l'irritabilité aux pensées suicidaires, hein. Vous vous souvenez, l'irritabilité, ça peut être aussi à cause du manque de lumière. Les pensées suicidaires, hein, pour mémoire, dans les ego states, dans ce qu'on appelle les états du moi, donc les sous-personnalités qu'on met en place suite à des épisodes un peu traumatiques, le roi des pompiers, le roi des protecteurs pompiers, c'est la tentative de suicide, hein, pour mémoire. Vous avez la partie blessée qu'on appelle l'exilé, c'est le trauma, qui va développer un fardeau qui se traduit par de la souffrance, donc angoisse, anxiété, tristesse, peur, parfois colère. Ce fardeau, ces émotions de souffrance sont là pour attirer notre attention sur le problème, mais si nous n'avons pas la capacité de le faire, parce que nous sommes trop jeunes, trop petits, ou l'environnement n'est vraiment pas sécure, donc on continue à être agressé, on n'a pas cette capacité. Et à ce moment-là vont apparaître ces fameux pompiers, premier type de protecteur, et les pompiers, c'est TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif. Et donc les ruminations mentales vont être très très importantes. Le roi des pompiers, c'est la tentative de suicide qui est un appel à l'aide, mais qui est aussi parfois un programme qui dit c'est trop dur, notre seule chance pour arrêter de souffrir, c'est de mourir et c'est de se laisser aller, de se suicider. Et alors on a le deuxième type de protecteur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, c'est ce qu'on appelle les managers, les parties contrôlantes, qui vont évidemment lutter contre les pompiers. Ça, c'est s'il y a une blessure, mais s'il y a plusieurs blessures, chaque blessure peut avoir l'exilé, forcément, avec son fardeau, leur propre pompier, leur propre manager, et on peut avoir comme ça donc des systèmes complexes qui peuvent interagir les uns avec les autres. Ça peut amener la procrastination, par exemple, avec des parts de moi qui auraient besoin de se mettre en avant pour obtenir de la reconnaissance, et des parts de moi qui veulent surtout pas se mettre en avant pour éviter d'être humiliés ou rejetés, hein, et le système peut se figer. Donc, dans les symptômes euh, persistants qui peuvent affecter la vie quotidienne de la personne, il y a lieu de s'inquiéter si on repère de la tristesse, perte d'intérêt à l'égard d'activités autrefois appréciées, hein, donc des choses qui deviennent bof, hein, on s'en fiche, un manque d'énergie et de fatigue, ça c'est un des symptômes aussi du manque de lumière, une faible estime de soi, une sensation comme l'irritabilité, une faible estime de soi, une sensation de culpabilité sans raison objective, hein, on ne se sent pas bien, c'est de notre faute, on va rechercher à s'isoler, des pensées fréquentes à propos de la mort ou du suicide, hein, on commence à broyer du noir, tout voir en noir, et comme le cerveau ne peut pas penser positif et négatif en même temps, si on commence à le formater à ne voir que le noir, il ne verra que le noir. Des troubles de la concentration, de la prise de décision, ça devient de plus en plus difficile. On peut aussi avoir, par exemple, une lenteur des gestes, c'est-à-dire que la personne vit au ralenti, elle est moins motivée, il y a moins d'énergie, ou parfois elle est agitée, au contraire, avec impossibilité de se calmer. Des troubles ou des excès de sommeil, parfois, je veux dormir tout le temps, hein, donc le système veut éteindre la lumière et donc il dit il veut dormir pour ne pas avoir toutes ces pensées, pour ne pas avoir cette journée dont il ne sait que faire ou dont il ne sait plus quoi faire et éviter la souffrance. Perte d'intérêt alimentaire, par exemple, ou au contraire, l'alimentation excessive, hein, les crises de boulimie, pour essayer de se redonner de l'énergie. Et les modifications de ces habitudes alimentaires peuvent entraîner une perte ou une prise de poids, bien entendu, parce que ben, le système est soit stressé, soit ne se nourrit plus, soit au contraire se surnourrit. Donc évidemment, chacun est différent et les signes et symptômes typiques de la dépression ne sont pas forcément présents chez toutes les personnes concernées par des troubles dépressifs. En gros, dans le DSM, il faut qu'il y ait un certain nombre de ces symptômes présents sur une durée de temps déterminée
pour qu'on puisse diagnostiquer, enfin que le médecin puisse diagnostiquer un état dépressif, et alors il cherchera de quel ordre, de quel type. Voilà. D'autres troubles aussi de santé mentale peuvent apparaître, comme de l'anxiété, hein. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve ça. La dépression, c'est la tristesse, mais avec fois l'anxiété. Et parfois l'abus de substances aussi, hein, alcool, drogue, etc. Donc, la présence de ces signes et symptômes ne signifie pas forcément que la personne est concernée par une dépression, parce qu'il faut, c'est comme des grilles de lecture, il faut essayer d'aller repérer dans le système comment la personne se sent et que se passe-t-il. D'accord? Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais essayer de vous les reprendre. Alors, euh, pour les formes récidivantes et intermittentes, voire chroniques, est-ce qu'on peut arriver un jour, surtout avec de la prise de conscience et des thérapies, arriver à une rémission complète? Ou y aura-t-il toujours des rechutes? Alors, c'est toujours très compliqué de répondre à ça parce qu'il peut y avoir vraiment un dysfonctionnement de type endocrinien, auquel cas le cerveau ne sécrétant pas ou le corps ne sécrétant pas les molécules dont on a besoin d'un support. Maintenant, il existe aussi des médications via les plantes, hein. Donc là, vous êtes aussi à l'école de naturopathie Maroc, qui parfois peuvent aider, hein. Donc il y a des plantes, par exemple, la rhodiola, par exemple, la rhodiola est une plante qui fonctionne très bien comme précurseur ou même pour des personnes en crise dépressive. Ça, c'est à voir avec le médecin ou avec les donneurs de soins. Je conseille toujours d'aller visiter le médecin pour éviter les formes les plus graves, hein, mais effectivement, parfois, dans un début d'état un peu dépressif, les plantes peuvent aider très fortement et même par après. Ça, à nouveau, je vous laisse voir comment vous voulez traiter ça, mais je conseille quand même d'aller voir le médecin, c'est toujours mieux quand même d'avoir un retour. Bon, je ne sais pas si Reda est là, mais si Reda est là et qu'il a envie de s'exprimer, ben, hein, il a évidemment la possibilité de le nommer puisqu'il est médecin. Euh, voilà, donc on peut effectivement normalement réduire, voire éliminer. Ça dépend évidemment du type de dépression et il peut parfois y avoir des rémissions sur plusieurs années, même parfois 10 ans, 20 ans, sans qu'il y ait de crise. Ça va dépendre de notre qualité de vie et de notre façon de le gérer. Alors, on voit partout sur les réseaux qu'en modifiant le subconscient, on peut modifier des schémas de pensée récurrentes. Qu'en pensez-vous? Comment faire? Un sujet de conférence intéressant. Alors, on a déjà un peu abordé ça, mais oui, effectivement, en épigénétique, pas mal de recherches ont été faites. Il y a aussi des livres de certains auteurs américains qui sont partie développement personnel, partie thérapie, comme par exemple Joe Dispenza. Il a écrit un livre qui s'appelle Leur superconscience, où il explique un peu le cheminement, notamment de certaines personnes qui ont suivi ces stages. À nouveau, pour ce type de choses, il faut toujours savoir raison garder. Donc, je conseille toujours d'aller quand même consulter un médecin. Et puis, voilà, si vous avez envie de faire votre popote, c'est OK. Bon, moi, c'est ce que je fais, hein. Je prends très peu de médication. Je préfère les voies naturelles. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'aller prendre une médication si j'en ai vraiment besoin. L'année passée, j'ai eu deux, trois petites opérations. J'ai limité, par exemple, les antidouleurs, mais je ne me suis pas non plus laissé souffrir pour rien. Donc, il faut trouver un équilibre, voilà, dans toutes ces démarches. Mais effectivement, les recherches qui ont été menées sur la méditation, par exemple, ou certaines formes de travail sur les parts intérieures, comme les ego states, qui sont des choses qu'on enseigne à l'école ESPEC avec Nawel, qui est la responsable de l'école. Eh bien, effectivement, il y a des techniques qui vont permettre... Ah, c'est marrant. On me dit que j'ai changé de langue quand j'ai mis en arabe. Non, j'ai pas mis en arabe, mais c'est peut-être Karim qui a changé, qui a mis en arabe. Donc Karim, fais attention parce que si tu changes pour moi aussi, et je vais être plus en difficulté si je dois parler arabe. Je peux dire choukran, un chouïa, mais je vais pas pouvoir lire les instructions. Donc voilà. Donc je te laisse gérer ça si c'est toi qui l'as fait de ton côté, mais voilà. Euh, donc, par rapport à ce que je disais, donc, effectivement, il y a des techniques qui permettent de changer les structures et des recherches ont été faites, notamment sur la méditation. Et on a vu qu'effectivement, la méditation permettait de changer des schémas neurologiques, recréer des nouveaux schémas neurologiques, comme par exemple la visualisation qu'on pourrait faire en hypnose ou dans certains types d'hypnose. Je rappelle qu'au niveau de l'école, l'ESPEC, il y a un cours sur l'hypnose qui est programmé. Pour ceux que ça intéresse, même chose, je le donnerai probablement en grande partie. Vous devez vous signaler auprès de Nawal et de son équipe, Khadija, Karim, pour former un groupe et on fixera des dates. Mais effectivement, il y a moyen de modifier ce type de choses.
il y a toute une série de techniques différentes. On va par exemple travailler sur des visualisations, on peut faire aussi des expansions de conscience, on peut aussi aller travailler sur les limitations, toutes les croyances bloquantes ou limitantes qu'on va éliminer par des techniques plus verbales, mais aussi par des techniques plus psychocorporelles, comme par exemple le shaking, le tapping, hein. On va tapoter sur des points qui activent le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système qui dit que vous êtes en sécurité et que vous êtes bien. Donc il y a une façon, il y a plusieurs portes d'entrée pour aller travailler sur tout ce genre de soucis. Adrien, Voilà. Bien penser à couper les micros, c'est chouette, je vois. Hop, je vais désactiver, c'était sous mon nez. Voilà. Donc, alors, qu'en est-il du fait de refouler ses émotions? Est-ce que ne pas faire la mémoire d'un événement ardu, le fait d'être angoissé par notre tort, c'est une conséquence de la dépression? Ben, ça peut être un état dépressif ou ça peut être aussi un symptôme de stress post-traumatique, tout simplement. Je rappelle que dans les techniques que nous enseignons, que ce soit l'EFT clinique, REMAP, mais aussi Self-Emotional Balancing qui va un peu plus loin avec les parts de moi, donc les ego states, on a besoin de l'ensemble pour utiliser le SEB, on a besoin de ces bases, eh bien, on peut aller nettoyer le trauma, même si on n'a pas un accès aux souvenirs conscient. Il y a des techniques qui permettent d'accéder au réseau de souvenirs et on le voit parce que le corps va réagir d'une certaine façon. Voilà, pour ceux qui ont fait l'expérience, si certains ont envie d'en témoigner, ben, ils pourront le dire. Par exemple, le système d'évacuation du stress naturel, c'est le tremblement, hein. Après un choc émotionnel, on reprovoque ce tremblement. Et peut-être que certaines personnes présentes ce soir peuvent en témoigner dans le chat ou à voix haute. Effectivement, quand on utilise ces techniques, le corps va réagir et va évacuer le stress par la remise en route de ces tremblements, d'évacuation des trop-pleins d'hormones de stress. Et donc là, il y a des techniques pour le faire et pour cibler exactement ce qu'on veut éliminer. Et ça peut nous donner accès parfois à des réseaux de souvenirs inconscients et ça permet de vérifier effectivement comment ça se passe. Alors, voilà, donc Karim a remis un message. Alors, les troubles de mémoire et le brouillard cérébral, avec son impact professionnel, est-ce que ça a un rapport avec l'état d'humeur variable dans le temps? C'est des séquelles de la dépression? Ben, ça peut être aussi du burn-out, du bore-out. Le burn-out, c'est quand on a cramé le cerveau parce on a été trop dans le faire et dans l'agir. En gros, on a été pris dans une blessure d'attachement, besoin de reconnaissance, et donc on n'a pas réussi à mettre ses limites. Le bore-out, c'est quand on s'ennuie au sein d'entreprise. D'ailleurs, ce sont des techniques parfois pour essayer d'éliminer des cadres, par exemple, d'entreprise. On ne veut pas leur payer leur ancienneté. Eh bien, on va les mettre dans une situation, une voie de garage où ils vont s'ennuyer, on ne leur donne pas de travail et les personnes finissent par démissionner et du coup perdent leurs droits sociaux, par exemple. En Europe, c'est classique et là, ça vient un peu des techniques à l'américaine. Voilà. Et parfois, au niveau du burn-out, certaines compagnies se font attaquer, hein. France Télécom, il y a 3 4 ans, je pense, c'était un peu avant le Covid, a eu des gros problèmes parce qu'il y a eu une vague de suicides au sein de l'entreprise, mais c'était vraiment plusieurs dizaines. Et les managers, certains managers se sont fait condamner au pénal et au civil, et au pénal aussi, parce qu'effectivement, il y avait une forme de harcèlement qui avait été institutionnalisée et qui fait que certaines personnes n'en pouvaient plus, elles étaient pressées comme des citrons, et le système finissait par dire il faut que je sorte de là, et roi des pompiers, et passage à l'acte par le suicide. Donc il faut faire attention effectivement à tout ça. Euh, et donc le brouillard cérébral, ben, ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé. Ça peut être aussi parfois des effets secondaires de la médication s'il y a une médication, d'où l'intérêt d'essayer d'autres techniques comme justement évacuer le stress dans le corps ou parfois utiliser certaines plantes pour limiter les effets secondaires. Les plantes en général n'ont pas d'effets secondaires ou très très peu. Ça permet de... Ah, Karim, c'est pas toi qui avais fait pour la langue arabe? Ok, alors, merci. Je sais pas ce qu'il y a eu alors. Voilà. Alors, d'autres questions? Mais ça, c'est des questions plus techniques, hein. Sur les formations, est-ce qu'elles sont présentielles ou en ligne? Il existe les deux. Il existe aussi une version qui est mixte. Donc ça, à nouveau, renseignez-vous auprès de l'ESPEC. Mais donc, on a prévu les deux. Il y a des cours. Par exemple, toutes les parties théoriques, souvent, ont été déjà enregistrées. Nous avons des cours enregistrés parce que en Belgique, en France, on donne des formations depuis une vingtaine d'années avec IAU Therapeutia. Il y a IPRA maintenant que je co-dirige avec Ulrike Wessenbacher.
Et donc, il y a une collaboration avec les specs pour toutes les parties théoriques. Et parfois, donc, les parties pratiques sont faites, elles, en présentiel. C'est plus facile de faire des pratiques en présentiel. Donc, il y a moyen vraiment de combiner les deux. Je rappelle qu'il existe aussi une formation à la psychothérapie, hein, donc, qui est donnée avec tous les modules. Ça va de la prise en charge de l'accueil, la demande, le ciblage, le plan de traitement, les traumas simples, complexes, les blessures d'attachement. Voilà, il y a toute une série de techniques de cet ordre-là et différents outils qui sont enseignés. Euh, alors, hop. Actuellement, on parle de techniques de sophrologie, de respiration de cohérence cardiaque. Alors, évidemment, il y a des techniques qui sont plus légères, qui peuvent permettre une certaine autonomie. Donc, par exemple, la sophro peut aider dans une part, mais ne sera probablement pas suffisante pour traiter la dépression de A à Z, parce qu'il y a d'autres aspects. Il peut y avoir des blessures d'attachement, il peut y avoir eu des traumas, il peut y avoir justement cette dérégulation, par exemple, par le manque de lumière. Il peut y avoir aussi des aspects épigénétiques, des croyances installées, donc ça nécessite un travail un petit peu plus complet. La cohérence cardiaque, c'est des choses qu'on utilise. Je l'utilise par exemple aussi en SEB, mais j'utilise avec une intention de compassion, par exemple. Il y a de nouveau quelqu'un qui a un micro, c'est Swad. Je désactive. Voilà. Euh, voilà. Donc c'est important euh, de comprendre que ce type d'approche nécessite une boîte à outils. Hein. Vous ne savez pas le faire avec un seul outil ou une seule méthodologie, un seul modèle. C'est très rare. Parce que l'être humain, ben, il est complexe. Voilà, il peut avoir plein de paramètres dans son histoire de vie. Et donc, il faut toujours mieux avoir une boîte à outils avec plusieurs outils. Ça va faciliter le travail. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne à l'ESPEC. Hein. C'est des approches intégratives. Il y a à la fois du courant TCC, donc cognitivo-comportemental, du courant TCC, mais troisième vague, l'aspect plus hypnose, l'aspect humaniste, l'aspect ego states, donc les parts, les sous-personnalités. Il y a des parties plus autour de l'hypnose, autour de la psychologie énergétique, qui fait partie du courant troisième, comme le MDR, du courant de troisième vague des TCC, mais qui sont des méthodes aussi plus douces pour les personnes les plus chargées, mais tout aussi efficaces. Hein. C'est justement ça l'intérêt de découvrir de nouvelles techniques. Hein, Dounia, il faut ton micro. Voilà, je vais le couper. Voilà, et donc on a plein d'autres approches, l'approche humaniste aussi centrée sur la personne. Donc c'est vraiment une approche intégrative à travers certains outils et techniques qui permettent de justement de ne pas être bloqué parce qu'on n'a qu'un seul modèle et donc si on est bloqué avec la personne, on ne sait plus aller plus loin. Euh, alors, attendez, hein, parce que je vois qu'il y a plein de questions, je veux pas les rater. Voilà. Euh, ben, si j'ai besoin, ben, j'ai nommé les symptômes tout à l'heure. En fonction des symptômes présents, si tu as des symptômes dans tous ceux que j'ai nommés qui étaient présents, ben, ça vaut la peine d'aller effectivement de toute façon aller voir un médecin, mais ça vaut la peine aussi d'aller voir probablement un thérapeute parce qu'il y a toujours des aspects aussi un peu plus psy, plus émotionnels, avec des techniques justement dont on vient de parler et d'autres qui vont permettre de t'autonomiser, mais aussi parfois d'aller réparer des blessures qui peuvent être à l'origine du trauma. Je vous donne un exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu avec une de mes patientes. J'avais une patiente qui était étudiante en psycho. Elle vient me voir parce qu'elle souffre de dépression lourde depuis, c'était au moins une dizaine d'années. Et donc, quand je cherche à travailler avec elle sur le sujet, donc on arrive à un moment donné au cœur du problème. En réalité, ce qui se passait, c'est que sa maman n'arrêtait pas de lui répéter depuis plus de 10 ans, ah, hein, si tu n'étais pas aussi malade, ça fait bien longtemps que je ne serais plus là. Sous-entendant que si elle n'était pas aussi malade, ça fait bien longtemps qu'elle se serait suicidée, elle aurait mis fin à ses jours. Donc ça s'est transformé dans le cerveau de ma patiente en, bah, si je guéris, ma maman va se suicider. Et donc, il y a une part de cette étudiante qui, c'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté, hein, donc se sentait obligée de garder sa maladie parce que sinon sa mère se suiciderait. C'était une forme de chantage affectif indirect de la maman, conscient ou inconscient. Je ne sais pas parce que je ne connais pas la maman, mais ça a vraiment généré un blocage chez l'étudiante. Quand on a relevé ce problème, ben, on a pu travailler sur les aspects émotionnels que c'est pas aux enfants à protéger les parents, c'est au départ les parents qui protègent les enfants. Mais par contre, on peut aider nos parents. On peut les aider à se faire accompagner, aller aux bons endroits pour avoir un accompagnement qui permette de les guérir. Mais c'est pas à moi à porter la souffrance de mes parents jusqu'à me laisser mourir moi-même. Là, il y a un bug dans le système. Donc, ça fait partie de la blessure d'attachement, évidemment, la peur d'abandon, la peur du rejet.
Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Et du coup, si on les répare, on ramène cette énergie à la vie plutôt que dans les aspects négatifs. Donc on est en train de reformater le cerveau à repenser positif, hein, et à pouvoir redévelopper l'estime de soi, la confiance en soi, et donc l'affirmation de soi pour pouvoir revenir dans la vie. Euh, donc ça, j'ai déjà répondu. Présentiel ligne, il y a les deux. Voilà, blablabla. Alors, est-ce que le burn-out est considéré comme une forme de dépression? Non, donc il y a une différence entre le burn-out et la dépression, même si les deux parfois peuvent être combinés. Le burn-out, c'est vraiment un syndrome d'épuisement professionnel ou parfois parental, parce que, en gros, notre système a trop donné, on n'a pas fait attention à nos besoins, on ne s'est pas respecté. Parfois, c'est parce que la compagnie, la société, l'entreprise pousse, nous donne des objectifs irréalistes, et donc on s'épuise à la tâche parce qu'une part de nous a besoin de reconnaissance et par peur d'être rejeté, jugé, etc., pas à la hauteur, on force. Et évidemment, cet épuisement peut amener une tristesse de fond qui peut se transformer en dépression. Voilà, mais l'inverse, normalement, c'est plus rare. Si vous êtes en dépression, vous n'allez pas développer un burn-out, sauf si vous êtes en dépression et que vous êtes en plus en train de travailler dans une compagnie qui vous presse et dans laquelle vous vous épuisez. Donc, le burn-out, syndrome d'épuisement, c'est des choses qu'on travaille aussi. Et la dépression, c'est vraiment une tristesse de fond qui souvent est devenue une tristesse généralisée. Voilà, et donc les traitements, même chose, ben, c'est ce que j'ai déjà expliqué. Il y a des traitements médicamenteux, il y a des traitements par plante, il y a des traitements par des aspects plus émotionnels, avec ça va des réflexes archaïques à la blessure d'attachement, à l'estime de soi, travailler sur les parts, travailler sur les moteurs de la dépression et ramener la joie, c'est-à-dire vraiment travailler sur toute cette capacité à s'aimer soi-même, hein. Dans les états dépressifs, les gens ont beaucoup de mal à s'aimer, et donc c'est tout un travail qu'on appelle de réparation et qu'on utilise par exemple en Self-Emotional Balancing, si vous connaissez déjà le FT clinique ou le REMAP par exemple. Alors, il n'y a pas de cours ou il n'y a pas de cours ou le meeting en anglais. Est-ce qu'il y a un cours à Tanger? Alors, en anglais, c'est pas donné tel quel, en tout cas. Voilà. Maintenant, si vous avez tout un groupe qui veut qu'on le fasse en anglais, on peut le faire en anglais. Alors à Tanger, non. Même chose, si vous voulez nous inviter à venir donner des cours avec les specs à Tanger et que vous avez un groupe suffisant, c'est-à-dire qu'il faut compter une quinzaine de personnes, il n'y a pas de souci, on sait le faire. Si c'est des groupes plus petits, c'est plus délicat parce qu'il y a toutes les charges de coûts, de salles, etc. Voilà, mais voilà, si vous avez un groupe ou si vous pouvez l'organiser, vous contactez Nawal et on le fera avec plaisir. Comment puis-je aider quelqu'un qui souffre de dépression? Ben, même chose. Donc, Fahad, je ne sais pas quel est ton métier. Euh, Si c'est à titre professionnel, ben, il faut se former à accompagner ce type de public parce que ça ne s'invente pas. On se forme ou on fait des supervisions pour apprendre comment faire, en sachant que la formation, évidemment, sera moins coûteuse que de se faire superviser pour toute la formation, hein, parce que les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, maintenant, si c'est à titre personnel, ça, c'est différent. Si c'est à titre personnel, comment est-ce que je peux l'aider? Ben, par exemple, ce qui est important, c'est d'aller parler de ça avec lui, mais on va stimuler, par exemple, le bord des doigts, comme on va faire le tapping, parce que si je parle d'un sujet qui me touche et que je ne fais rien, je charge la mémoire traumatique. Donc, toujours au moins combiner cela avec une stimulation, par exemple, de points d'acupression, pour évidemment chercher à calmer les choses. Parlez gentiment aux gens, hein. Si vous dites, oh là là, mais hein, allez, hein, sors de ton lit, il faut y aller, hein, écoute, allez, viens, etc. Ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que en général, quand vous faites ça, ça va juste renforcer la croyance et la conscience des parts blessées qu'on ne les écoute pas, qu'on ne comprend pas ce qu'elles vivent, et donc ça va les isoler encore plus. Non, il faut vraiment exprimer de la gentillesse, du temps, nos préoccupations, le fait. Donc en gros, on va faire ce qu'on appelle des approches centrées sur la personne, ça fait partie des courants humanistes. On va les reconnaître ce que l'autre vit. Si on reconnaît ce que l'autre vit, ça lui permet de se sentir entendu. En général, ça va amener plus de calme dans le système. Et si on peut combiner ça avec d'autres techniques comme le tapping, etc., hein, qu'on enseigne à l'école, eh bien, à ce moment-là, on peut arriver à sortir la personne en partie ou totalement du problème.
avec tous les paramètres que j'ai déjà nommés préalablement et tous les déclencheurs utiles. Donc on peut demander à la personne si elle souhaite vous parler de ce qu'elle ressent. On peut se concentrer sur son ressenti, par exemple, et sur les changements qu'on a remarqués, plutôt que sur la possibilité qu'elle souffre de dépression. Voilà, si la personne dit qu'elle se sent triste ou abattue, par exemple, demandez-lui depuis combien de temps ça dure, est-ce qu'elle a parlé à quelqu'un, de ce qu'elle ressent. Et on peut se préparer à plusieurs réactions, hein, le soulagement, l'indifférence, la colère. En gros, il ne faut pas prendre à titre personnel. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des mécanismes de défense qui vont nier les changements d'humeur, de comportement, de fonctionnement, parce qu'on n'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon lieu ou le bon moment, ou simplement c'est un mécanisme de défense de la personne qui souffre et qui n'est pas encore tout à fait prête à communiquer ou à partager ses états intérieurs. Donc, n'oubliez pas que les pensées, les sentiments, les croyances de la personne correspondent à sa réalité, et donc on doit être prêt à les accepter sans les remettre en question. Donc, une des premières choses qu'on fait en thérapie, c'est toujours reconnaître ce que la personne vit, et après on va faire un recadrage, on va essayer de la ramener vers une autre perspective, mais non directive. On doit être non directif pour laisser le système de la personne aller jusque là où elle est prête à aller à ce moment-là, sans forcer. Parce que si on force, vous allez renforcer des résistances, et à un moment donné, ça va casser. Euh, voilà, donc, certaines personnes qui se sont rétablies d'une dépression peuvent avoir une rechute de leurs symptômes. Donc, même chose. Voilà, c'est simplement, soyez en conscience que parfois ça arrive, et donc restez simplement toujours dans cet accueil, dans cette gentillesse. Voilà, sans, ne submergez pas la personne avec trop d'informations ou trop de ressources. Ça ne sert à rien. Donc, euh, voilà, comment offrir notre soutien? Ben, vous pouvez considérer la personne avec respect et dignité, quel que soit son état intérieur. Offrez un soutien émotionnel constant et de la compréhension, sans vous épuiser vous-même. Donc, il ne faut pas être dans nos parts sauveuses, parce que sinon, vous allez vous épuiser. Hein, il y a des personnes qui se nourrissent de ça. Donc, on doit trouver un juste milieu. Euh, voilà, donc on peut lui faire preuve d'empathie, de compassion, de patience, l'inviter à aller peut-être consulter un professionnel pour se faire aider, même si elle a peur de le faire. Les personnes souffrant de dépression sont souvent submergées par des peurs irrationnelles, et donc on doit faire preuve de douceur, de compréhension. On peut encourager la personne à nous parler, et si elle ne souhaite pas nous parler ou n'a pas l'énergie de parler de ce qu'elle ressent, ben, on ne met pas de pression, on va simplement signaler qu'on est disponible pour lui parler. Être à l'écoute, évidemment. On peut aussi avoir des attitudes non verbales, s'asseoir à côté de la personne, s'incliner un petit peu vers elle, identifier son espace, ce qui lui convient comme distance. On va s'adapter à son niveau de contact visuel pour qu'elle se sente à l'aise. On peut adopter une position de corps ouverte, par exemple, ne pas croiser les bras, hein, parce que ça peut paraître défensif. Éviter les distractions, par exemple, tripoter un stylo, regarder autre chose ou taper du pied ou des doigts quand elle nous parle, parce que ça donne l'impression que ça nous ennuie, ou, etc. Soyez attentifs au langage corporel, hein, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle se détend, est-ce qu'elle s'agite. On peut accepter les pauses et les silences, hein, tout simplement. Vérifier aussi qu'on a bien compris en faisant des reformulations. C'est ce qu'on explique et c'est ce qu'on fait en thérapie humaniste. Donc, par exemple, je t'ai entendu me dire que tu souffrais beaucoup de tristesse et que c'était vraiment très lourd pour toi pour le moment. Hein. Je vais utiliser mon verbal et mon non-verbal pour lui faire part de mon empathie, de ma compréhension, et je reformule de façon à vérifier que ce que la personne a dit, c'est bien ce que j'ai entendu et que je n'ai pas interprété. Donc, essayez toujours d'utiliser les mots de la personne. À côté de ça, il y a donc toutes ces techniques de tapping, de respiration et d'autres qui vont plus loin. Si la personne a des attitudes stigmatisantes à l'égard des troubles psychiques, donc elle est très anti-maladie mentale ou souffrance mentale, ben, simplement, on peut simplement l'inviter à observer que ben, tout le monde vit ça. Notre cerveau fonctionne comme ça, c'est normal. Et que, voilà, on peut nier certaines choses, mais notre corps, parfois, notre tête ont besoin de se reposer. Voilà, garder des attentes réalistes. Reconnaissez aussi les points forts de la personne, parce que souvent, on ne pense que négatif, mais on peut aussi lui rappeler les points forts, ses qualités, etc., pour essayer de la rebrancher sur un réseau de souvenirs positifs. Voilà. Et le soutien continu est important, etc. Mais les choses, en tout cas, à ne pas faire, hein, il sert à rien de dire à la personne de se secouer, de se remettre, de se ressaisir, se reprendre en main, parce que si c'était possible, elle l'aurait déjà fait. Donc, ne pas dire que c'est dans sa tête, hein, ou qu'il faut simplement s'occuper ou sortir davantage, parce que tout ça, c'est très culpabilisant. Et quand la personne a déjà peu d'énergie, elle va se sentir encore moins entendue, elle va se culpabiliser encore plus.
et elle va passer en mode encore, ça sera encore pire. Ne banalisez pas non plus les expériences de la personne en la poussant à sourire, même si évidemment, si je souris, ça va me faire sourire, ou à se détendre, mais tentez plutôt des approches du genre, écoute, euh, ouais, c'est vrai qu'à certains moments, ça peut être difficile, et peut-être qu'à d'autres moments, tu observes que c'est un peu moins difficile. Est-ce qu'à certains moments dans ta journée, tu sens que c'est dur? Parce qu'à d'autres moments dans ta journée, tu sens qu'il y a un peu plus de légèreté? Quand tu promènes ton chien, quand tu vas dans le bois, par exemple, ou si tu vas à la côte. On va essayer d'éviter de donner à la personne des étiquettes, hein, parce que ça peut être stigmatisant, style maladie mentale, etc. Je rappelle qu'un diagnostic ne peut être posé que par un médecin. Et par exemple, voilà, on va pas dire, je pense que tu traverses un épisode dépressif majeur, donc on va plutôt lui dire, écoute, ça vaut peut-être la peine que tu ailles consulter un professionnel pour voir ce qui se passe, parce que regarde dans quel état je te ressens. Je trouve ça vraiment, voilà, je suis inquiet pour toi, donc je pourrais simplement nommer ce que je ressens pour lui, et ça me rassurerait de savoir que tu vas voir quelqu'un. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu voudrais que je vienne avec toi? Je te laisse réfléchir. Et si tu le sens, ben, je le ferai avec plaisir. Donc montrer notre soutien, notre inquiétude, mais bienveillante, et notre sollicitude, voilà, chercher le mot, et on va essayer de lui exprimer ça. Ne pas harceler la personne, évidemment, surtout pas, etc. D'accord? Si la personne ne communique pas bien, ne répond pas vraiment aux questions, surtout n'interrompez pas, ne critiquez pas, voilà, pas de frustration, soyez juste dans l'accueil. Parfois, la personne ne sait pas le faire autrement. Si la personne se met en colère au cours de la conversation, même chose, on peut essayer de comprendre d'où vient sa colère, mais ce qui est surtout utile, c'est lui simplement reconnaître, bah, écoute, ok, je vois qu'il y a une part de toi qui est en colère. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Si tu sais pourquoi, je suis prêt à t'entendre. Si tu as besoin que je fasse les choses un peu différemment, exprime-le-moi, je serais ravi de pouvoir le faire si c'est possible. Vous voyez, donc on ne promet pas des choses impossibles, mais on marque bien à nouveau notre sollicitude, notre compréhension. Voilà. Donc, bon, parfois, c'est des différences culturelles aussi qui peuvent bloquer, hein, entre le verbal, le non-verbal, le contact visuel, etc. Donc, voilà. Observez aussi chez vous ce qui se passe, parce que souvent, on peut se sentir impuissant, et ça pourrait évidemment activer chez nous toute une série de systèmes de défense. Alors, est-ce que travailler sur la faible estime de soi va améliorer les autres symptômes de la dépression? Ben, en tout cas, c'est une base. Ça peut déjà amener plus de sécurité intérieure, donc plus de confiance et donc plus d'affirmation. Donc, ça peut aider avec les bémols que j'ai nommés au début. C'est que parfois, il y a des aspects purement physiologiques. Euh, voilà, hein, le système endocrinien qui dysfonctionne. Ça peut être des suites de blessures d'attachement et de trauma. Il faut aller nettoyer ça aussi. Si vous laissez les foyers d'infection présents, le corps refera une inflammation. Donc on doit traiter les deux. Euh, voilà, en guise de remerciement pour votre présent. Ah, c'est Karim qui a écrit ça, je suis en train de dire. Merci Karim. Alors, d'autres questions. La dépression peut-elle se transformer en un trouble de la personnalité, en l'occurrence bipolarité? Eh ben, la bipolarité, ça peut être effectivement un des symptômes, la dépression peut être un des symptômes de la bipolarité, puisque c'est la maniaco-dépression, hein. Donc, la bipolarité, c'est en général un problème plus physiologique, hein. Ça peut être aussi des conséquences de maltraitance, de négligence pendant l'enfance. Donc, pour ça qu'à nouveau, on reparle de l'épigénétique et des blessures d'attachement. Mais donc la bipolarité, c'est vraiment le passage entre des phases où je suis hyper puissant et des phases où je suis hyper dans la dépression. Et il y a différentes formes de bipolarité. Certaines, c'est des fluctuations qui sont plus douces, mais plus lentes, mais plus longues aussi dans le temps. Et parfois, c'est plus up and down. Voilà, il faut juste comprendre que là, il y a des choses qui peuvent altérer les choses. Par exemple, la luminothérapie dont je parlais tout à l'heure, dans les cas de maniaco-dépression, de bipolarité, on doit éviter la lumière, en tout cas on doit limiter la lumière, parce que parfois c'est trop excitant et ça peut faire basculer en phase maniaque. Alors c'est quand même aidant parce que souvent ils ont tous les symptômes de manque de lumière, mais au lieu de faire une session, par exemple, le psy dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu moins de 6 minutes le matin, on va peut-être faire que 2 minutes ou 3 minutes, avec l'intensité minimale, pour voir comment la personne réagit. On en parle avec le psychiatre ou le médecin traitant pour que le médecin soit au courant et puisse vérifier. Et nous, en tant qu'accompagnant, que thérapeute, on doit aussi avoir des sessions peut-être un peu plus, ou en tout cas des prises de contact plus régulières pour vérifier que c'est pas trop excitant. Sinon, il faut diminuer la dose de lumière, par exemple.
Euh, voilà, donc par exemple dans la luminothérapie, hein, les maladies dégénératives de l'œil, donc là où la lumière blesse l'œil, on ne peut pas utiliser ce type d'appareil. Voilà, donc en tout cas, j'accompagne régulièrement de la bipolarité, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut mesurer les niveaux et on peut aider la personne à se stabiliser. Les points de tapping peuvent aider à stabiliser. Le shaking qu'on utilise et qu'on apprend en self-emotional balancing aussi. Voilà, les points RIMAP aussi. Il y a plein de façons d'intervenir. Pour moi, ma mère m'avait crié, m'a crié dessus quand j'étais jeune. Depuis ce jour-là, j'ai l'apparence quelqu'un qui a peur. Euh, c'est pas nécessairement un état dépressif, c'est plutôt un état anxieux, mais il faudrait voir avec les symptômes de la dépression qu'on a passé en revue tout à l'heure. Il peut aussi avoir des aspects un peu anxieux, pardon, un peu dépressifs, mais ça ressemble plutôt à un trauma et une blessure d'attachement dans ce que tu racontes, Farhat. Alors, vos coordonnées, prenez rendez-vous. Alors, voilà, donc pour des thérapies avec moi, pour ceux qui veulent le faire, quand je viens au Maroc, donc vous pouvez me voir en live. Là, pour moi, c'est un Mohamedia. Maintenant, si vous voulez m'inviter à Tanger, avec plaisir, c'est un groupe. Donc, souvent, en fin de journée, donc on termine les formations vers 5 heures. Euh, Après la formation, il y a souvent une, deux, parfois 3 heures de consultation pour les personnes qui veulent faire des consultations plus individuelles. Si vous voulez le faire en direct sans que ça soit en présentiel obligatoirement, alors vous pouvez le faire. Je vais vous mettre mon site voilà, dans le chat. Vous pouvez prendre directement rendez-vous. Il y a un agenda en ligne sur mon site. Vous pouvez bloquer une session. Si vous voyez que c'est compliqué, vous m'envoyez un mail ou WhatsApp, on peut s'appeler aussi et voir comment on s'arrange pour fixer un rendez-vous. Mais voilà, mais en tout cas, sur le site, il y a des possibilités de le faire en direct sans aucun souci. Ou sinon, quand je suis au Maroc, en général, tout passe par les specs et par Nawal, Khadija et Karim, que je remercie d'ailleurs parce qu'ils sont très soutenants. Euh, alors attendez, parce qu'il y a plein de questions. Alors, boum, boum, boum. Chez qui va-t-on pour faire un bilan pour savoir si on a un déséquilibre chimique-hormonal? Ben, normalement, c'est chez un psychiatre hein, qui va le faire. Le généraliste aussi parfois. Le psychiatre étant plus spécialisé dans la posologie des médications. Donc, c'est en général chez eux qu'on on va faire ça. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un type de personnalité exposée à la dépression que d'autres? Ben, évidemment, si vous avez un attachement anxieux, enfin, en gros, s'il y a des blessures d'attachement, ça peut être un facteur parce que vous allez avoir un stress de fond plus important. Donc, c'est une personne sur deux et ça peut générer une fragilité. Maintenant, ça va dépendre des blessures, des traumas, et donc de ces fameux paramètres que j'expliquais et de l'environnement. Donc, ces blessures d'attachement, ça peut être une plus grande fragilité. Les symptômes que vous avez mentionnés peuvent-ils être à l'origine d'un autre problème, entraînant ainsi un faux diagnostic médical? Ben, comme j'expliquais, dans les symptômes, on peut avoir plusieurs grilles de lecture. C'est pour ça que c'est le médecin, en général le psychiatre, qui va utiliser le fameux DSM pour repérer combien de symptômes étaient présents, pendant combien de temps, donc sur quelle durée, et sur un espace-temps de X, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est comme ça qu'ils vont mesurer. Il faut qu'il y ait X symptômes présents avec une durée Y pendant un laps de temps Z. Et donc, c'est eux qui vont établir ça en vous posant des questions et en vérifiant comment vous réagissez. De toute façon, si vous avez un doute, vous allez chez normalement un thérapeute, s'il est correctement formé, bah, il va pouvoir mesurer s'il y a ces fameux symptômes de dépression qui sont présents, donc cette grande tristesse de fond. Et parfois, il vous conseillera aussi d'aller voir simplement le psychiatre. Moi, c'est ce que je fais hein, quand j'ai un patient que je subodore être dépressif. Bien, je l'envoie de toute façon faire une vérification chez un psychiatre pour vérifier au niveau de la posologie, s'il a besoin d'un soutien médicamenteux temporaire ou peut-être de fond. Et nous, pendant ce temps-là, on peut aller travailler sur tous les autres aspects, les aspects émotionnels, psychiques, etc. Redonner des bases de sécurité au niveau du corps. Et en général, ça permet de diminuer la médication. Donc, très souvent, il y a une diminution de la médication, voire parfois une élimination de la médication. Pour donner un exemple que j'ai vécu le week-end passé, donc à l'école de formation de la psychothérapie, j'ai une élève qui est très très dépressive, qui est très anxieuse surtout, et elle a commencé à mettre en place les outils qu'on utilise, donc travailler sur les réflexes archaïques, le shaking, la stimulation des points, etc. Et j'avais conseillé, et un de mes anciens élèves qui est son thérapeute,
lui avais conseillé de commencer à faire ça tous les jours, c'est quelques minutes tous les jours, hein. Ce qu'elle a fait. Et quand je l'ai vue le week-end dernier, ça faisait 6 semaines qu'elle avait fait une partie de ces techniques de stabilisation tous les jours. Et elle m'a annoncé, je n'étais pas au courant, mais qu'elle avait arrêté ses anxiolytiques. Elle n'en avait plus besoin. Elle était vraiment calme, détendue, stable. Elle a vérifié avec son médecin. Elle a pu éliminer les anxiolytiques. Donc voilà, déjà un premier élément. Et les antidépresseurs étaient en route d'élimination aussi. Donc, il y a des possibilités. À nouveau, ça doit se faire en accord avec le médecin pour éviter les crises. Est-ce que les femmes, par exemple, sont-elles cliniquement plus dépressives que les hommes? Pas à ma connaissance, en tout cas, hein. Donc, je n'ai pas cette connaissance-là. Le seul élément, c'est que la dépression postpartum, en général, ça oui, c'est les femmes, puisque c'est la dépression après l'accouchement. Et à nouveau, c'est logique, parce qu'il y a eu un système hormonal qui a été très, très, très boosté pendant toute la gestation, pendant 9 mois. Et après l'accouchement, bah, évidemment, il y a une baisse d'hormones. Et donc, ça provoque parfois une difficulté pour les femmes, etc. Quel type de thérapie? Ben, en général, comme je l'expliquais tout à l'heure, je préfère les versions intégratives. Donc les TCC font partie de ça, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a d'autres choses. Il faut travailler sur les parts, les ego states, il faut travailler sur les approches humanistes pour reconnaître les émotions, il faut travailler sur les approches plus psychocorporelles pour aider le corps à lâcher. C'est ce qu'on enseigne au sein de l'ESPEC. Voilà. Donc ben là, j'ai répondu la même chose. Thérapie analytique pour la dépression, ça sert à rien du tout. Oui, vous allez comprendre ce qui se passe, mais il faut comprendre que les approches psychanalytiques, elles servent à comprendre ce qui se passe. Elles ne servent pas à réparer. Et s'il y a des traumas, et des blessures d'attachement, ça devient très compliqué parce que dès qu'il y a des traumas complexes, le fait de parler du problème, ça renforce le problème. Ça donne l'impression de soulager dans un premier temps, mais en arrière-plan, ça renforce les parties blessées parce que le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Si je parle du problème ou si je le vis, c'est kiff kiff bourricot. Donc, donc le cerveau va se renforcer. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez faire 10 ans de psychanalyse et vous avez toujours les mêmes phobies ou les mêmes peurs. Vous comprenez très bien pourquoi elles se déroulent, mais elle reste présente. Donc cette approche n'est pas faite pour travailler sur les traumas, elle est faite pour comprendre comment on fonctionne, ce qui est bien, hein, mais c'est pas réparateur. En tout cas, ce n'est pas suffisant, ou alors ça va renforcer des parties contrôle et mentales euh, très souvent. Comment faire lorsque on sait que la personne est dépressive mais utilise aussi de la manipulation, victimisation? Ben, là, ça fait partie d'un autre cours, non, comme j'expliquais. Hier, j'ai donné le cinquième module sur 8 de toute une formation sur la manipulation et rompre l'emprise du manipulateur. C'est une formation qui sera donnée à l'ESPEC aussi. Vous devez simplement vous signaler auprès de Nawel, Khadija, Karim. Donc là, on va mesurer, hein, parce qu'effectivement, ça peut être des mécanismes de défense, ça peut être aussi des manipulations, auquel cas, ben, il faut sortir de la manipulation. Parfois, dans la manipulation, il peut y avoir du chantage au suicide, par exemple, pour maintenir quelqu'un, bloquer quelqu'un. Il faut repérer ça. Et on va travailler sur la capacité à sortir de l'emprise, justement, ou de pouvoir aider la personne si c'est une défense et que ce n'est pas vraiment de la manipulation. Alors, merci d'avoir coupé le micro. Euh, il faut couper le micro, voilà. Je le recoupe. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Un séminaire sur le traumatisme, oui, il y a des cours sur le trauma simple et complexe, ça existe auprès de l'école. Il suffit de demander à nouveau comment peut-on éviter de tomber dans une dépression? Ben, ça va dépendre. Il y a une hygiène physique, une hygiène mentale, une hygiène psychique. Donc justement, c'est est-ce qu'on a une bonne estime de soi? Donc, est-ce qu'on n'a pas de blessure d'attachement? Il faut réparer ces blessures d'attachement, développer du coup l'estime qui va développer la confiance, qui va développer elle-même l'affirmation de soi. Donc, je vais pouvoir poser un cadre et des limites. Il y a des techniques pour évacuer le stress corporel et psychique. Et donc, on apprend ce type de techniques et on les applique. Par exemple, une des techniques comme, que j'ai déjà nommée qui s'appelle le shaking, hein, qu'on enseigne. Moi, j'ai appris ça à mes enfants quand ils avaient 4 ans. Donc, quand ils vivent un épisode un peu violent à l'école ou ailleurs, eh bien, je les invite à faire cette technique. Je les invite aussi à aller voir un collègue quand ils ont besoin de parler à quelqu'un et que c'est pas mon job de parler avec eux parce que je suis pas leur thérapeute, je suis leur père. Voilà, j'ai évidemment une oreille affective, mais je peux pas avoir les deux casquettes. Là, je vais référer, mais sinon, parfois, je fais l'exercice avec eux. Je dis, bah, si vous voulez, on fait ça ensemble.
comme si c'était une activité familiale. C'est plutôt sympa, mais on élimine vraiment le stress. On peut vraiment stabiliser au lieu d'accumuler le stress et basculer par après en mode trauma, survie, attaque, etc. Le shaking, c'est une technique qu'on enseigne. En gros, on reprovoque le tremblement comme après un choc émotionnel. Vous savez, on tremble comme ça. Eh bien, on va reprovoquer ça parce que c'est la voie naturelle d'évacuation du stress, du système vagal notamment. Et au-delà du shaking, au-delà de ce tremblement uniquement physique, on va utiliser ça pour rentrer dans des réseaux de souvenirs précis. Donc, on va faire ce qu'on appelle un ciblage. Et avec ce ciblage, on va pouvoir aller nettoyer le réseau de souvenirs, l'événement traumatique, la relation toxique. On va en profiter pour la nettoyer, la désactiver. Et une fois qu'elle est neutralisée, parce que c'est comme ça que ça se passe normalement, ben, soit elle est devenue neutre, soit elle est devenue une ressource, parce que j'ai appris à mieux me comporter dans ce type de situation sans tomber dans le piège et sans me faire déborder. Euh, voilà. Est-ce que la dépression peut basculer vers une personnalité borderline? Euh, non, enfin, ça dépend de l'âge. Si la personne est jeune, ça pourrait être en gros, s'il y a des traumas, la personne pourrait avoir des problèmes dans la construction de sa personnalité. Je rappelle que, par exemple, les addictions aux écrans, les addictions à certains produits, trop d'alcool trop jeune, par exemple. Bon, je sais qu'au Maroc, c'est plus rare, mais bon, ça peut arriver. Trop de substances, hein, de l'herbe, etc. Ça peut déstructurer ou empêcher la construction de la personnalité et ça peut entraîner des aspects borderline. Ça peut aussi venir d'ascendants ou si on a eu des parents qui eux-mêmes étaient déjà dans ce type de comportement ou si on est enfant de manipulateurs qui vont effectivement chambouler notre système. Parfois, la prise de médication trop jeune aussi peut provoquer ça. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, j'ai fait une formation en psychopathologie intégrative, donc c'était 14 courants de psychopatho, donc de la maladie mentale. Et c'était un neuropsychiatre américain qui nous donnait cours, c'était à Bruxelles. Et lui était devenu neuropsychiatre parce qu'il avait assisté à ça. Un de ses amis, à 4 ans, avait été diagnostiqué schizophrène, ce qui est évidemment complètement aberrant. Et il l'avait bourré d'anxiolytiques et de psychotiques. Et à 18 ans, la personne était effectivement bien schizophrène parce que son cerveau n'a pas pu se construire. Donc, il faut toujours mesurer les effets. Et voilà. Mais donc, les aspects borderline, on va le repérer par justement ces up and down au niveau de l'humeur. Et on va repérer ça par une série de caractéristiques. À nouveau, dans le DSM, il y a tous les caractéristiques, tous les qualificatifs à aller repérer. Notre mode alimentaire, le fast-food, sucrerie, peut-il y avoir un lien avec la dépression? Oui, bien sûr. En gros, si vous êtes dans des addictions, c'est des formes d'addiction, ça peut générer, si vous êtes privé de sucre, ça peut générer des états un peu plus dépressifs ou des hauts et bas dans l'humeur, parce que ce sont des excitants suivis d'une baisse, hein. C'est comme quand on prend certaines drogues, on peut avoir une chute, ce qu'on appelle une décompensation après la prise, et donc ça peut effectivement amener des choses. Par rapport aux conférences passées, normalement sur le site de l'ESPEC, il y a, comme Karim l'a noté, il y a les replays des conférences. Vous pouvez y avoir accès également. Voilà au niveau des questions et je vois que nous avons déjà terminé notre heure. Il y a Bouchra qui arrive un peu tard. Donc voilà, je prends une dernière question si vous voulez, comme ça, s'il y en a encore, hein, ou sinon. Et donc, nous allons donner évidemment une formation autour de toutes ces données. Elle fait partie aussi de la formation complète en psychothérapie et à la relation d'aide. Il y a des modules particuliers qui peuvent être aussi donnés. C'est pour ça on vous fait cette conférence. Lundi prochain, je ne sais plus le thème de la conférence, ça, il faut que vous me le rappeliez. Ça, Karim, si tu sais retrouver le thème de la conférence de lundi prochain qui sera aussi à 19 heures. Il y en aura encore une le samedi 4, mais là, ça sera à midi pour moi, donc c'est 11 heures pour vous, je pense. Voilà, l'abandon et la séparation, ben voilà, on va aller encore un petit peu plus loin. Et celle de samedi, tu sais, le 4, c'est laquelle c'est, Karim? Je ne me rappelle pas. Ah, je ne sais pas si Karim la cherche. Ou... Voilà. Ben voilà, la prise en charge de la douleur. Donc lundi prochain, vous aurez une conférence sur l'abandon et la séparation. Donc c'est justement les blessures d'attachement, hein, on va en parler.
Et le samedi 4 à midi cette fois-là, enfin midi pour moi, donc c'est 11 heures pour vous, je pense, au Maroc, la prise en charge de la douleur, parce que c'est souvent, j'ai beaucoup de questions souvent sur le sujet, comme sur la blessure d'attachement, l'abandon, la séparation. Donc on va effleurer ces sujets. Ce sont évidemment des thématiques qu'on enseigne également. Voilà. Donc dernière question? Non, pas spécialement. Je n'en vois pas. Beaucoup de merci. Merci à vous aussi, Choukran. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis nous nous retrouvons. La douleur psychologique, ben, ce sera la douleur physiologique et psychologique, hein. Donc comment traite-t-on la douleur? Douleur psychologique, c'est plus les émotions, mais voilà. Mais oui, effectivement, on peut en parler aussi. C'est une bonne idée. Voilà. Bisous Ferdaus, à bientôt. Bien, je vous embrasse et à tout bientôt. Donc lundi prochain pour ceux qui veulent continuer. Vous pouvez revoir les replays sur le site de l'ESPEC. Vous avez les coordonnées dans le chat. Et vous pouvez aussi prendre des rendez-vous si vous voulez. Quand je suis en présentiel, donc du 7 au 21 ou au 20, je prendrai des rendez-vous. Je crois que le 21, je fais un peu congé. Et après, c'est en juillet. À nouveau, vous avez les dates normalement sur le site de l'ESPEC. Ça, Karim, il faudrait vérifier que toutes les dates soient mises. Ou sinon, on se retrouve lundi, de toute façon. Shukran à toutes et tous et à tout bientôt. Voilà, tout bientôt. Je vous remercie. Je te laisse couper, Karim. Comme ça, tu... Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la session gravée? Bah, c'est pas gravé, je pense que c'est sur YouTube ou sur Vimeo. C'est une des deux. Donc, il y a un lien et puis vous avez la capacité de le revoir via le lien. Voilà. Belle soirée.